Imaginez un instant que tout ce que l'on vous a appris à l'école sur les premiers habitants de l'Amérique soit faux. Imaginez qu'une découverte, faite dans un endroit si discret que la plupart des voyageurs passeraient devant sans même ralentir, ait déclenché l'une des plus grandes remises en question de l'archéologie moderne. Au début, personne n'y a cru. Les chercheurs eux-mêmes étaient persuadés qu'il s'agissait d'une erreur. Pourtant, plus ils répétaient les analyses, plus la même conclusion revenait implacable. Et si l'histoire du peuplement de l'Amérique devait être réécrite depuis le début, restez bien jusqu'à la fin de cette enquête, car ce que vous allez découvrir ne concerne pas seulement quelques grottes perdues dans l'Oregon. Cela remet en cause une théorie qui a dominé la science pendant des décennies. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous ne voudrez certainement pas manquer les prochaines découvertes qui pourraient, elles aussi, changer notre vision de l'histoire. Dans le sud de l'État de l'Oregon, loin des grandes villes et des routes touristiques les plus fréquentées, se trouvent de modestes abris sous roches façonnés par le vent et le temps. À première vue, rien ne laisse penser que ces formations rocheuses puissent cacher un secret capable de bouleverser les livres d'histoire. Aucun temple monumental, aucun trésor d'or, aucun immense monument de pierre, seulement des falaises sèches, des couches de sédiments accumulés pendant des millénaires et un silence presque absolu. Pendant longtemps, les scientifiques connaissaient déjà l'existence de ces grottes. Elles figuraient sur les cartes archéologiques depuis des années. Quelques recherches y avaient été menées sans jamais provoquer de véritable révolution. Beaucoup pensaient que le site avait déjà livré tout ce qu'il pouvait révéler. Pourquoi investir davantage de temps, d'argent et d'efforts dans un endroit qui semblait parfaitement ordinaire? Cette idée allait pourtant se révéler profondément erronée. Une équipe de chercheurs décida de reprendre les fouilles avec une approche beaucoup plus minutieuse. Leur objectif n'était pas de trouver un objet spectaculaire destiné à faire la une des journaux. Ils voulaient simplement comprendre plus précisément les différentes couches de sédiments déposées au fil des âges. Jour après jour, les archéologues retirèrent délicatement quelques millimètres de terre. Chaque fragment était soigneusement répertorié. Chaque couche était photographiée, analysée et documentée avec une précision extrême. La plupart du temps, le travail semblait presque monotone. Des heures entières pouvaient s'écouler sans la moindre découverte remarquable. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu apparut. Il ne s'agissait pas d'une arme ancienne, pas d'un squelette humain, pas d'une sculpture mystérieuse. À vrai dire, la découverte semblait presque ridicule au premier regard. Les chercheurs venaient de mettre au jour d'anciens coprolites, autrement dit des excréments humains parfaitement conservés grâce au climat extrêmement sec des grottes. Pour beaucoup de personnes, cela peut paraître peu impressionnant. Pourtant, pour un archéologue, un tel objet peut valoir bien plus qu'une magnifique pointe de lance. Contrairement à un simple outil, il peut contenir directement des informations biologiques sur la personne qui l'a laissé derrière elle. Les scientifiques décidèrent alors d'effectuer des analyses extrêmement poussées. Le matériau fut envoyé dans un laboratoire spécialisé afin d'être daté avec les techniques les plus modernes disponibles. Les chercheurs s'attendaient à obtenir une date relativement classique, compatible avec les connaissances admises depuis des décennies. Lorsque les premiers résultats arrivèrent, personne ne parla de découverte historique, au contraire. Les scientifiques pensèrent immédiatement que l'appareil avait dû tomber en panne. Les chiffres semblaient tout simplement impossibles. Selon les analyses, ces traces humaines étaient bien plus anciennes que tout ce que la théorie dominante autorisait. Personne ne voulait annoncer une conclusion aussi extraordinaire sans être absolument certain. Les échantillons furent donc analysés une seconde fois, puis une troisième. Les chercheurs changèrent de laboratoire. Ils utilisèrent d'autres instruments. Ils comparèrent différentes méthodes de datation. Chaque fois, les résultats revenaient exactement dans la même direction. Les chiffres ne changeaient pratiquement pas. Ce qui avait été découvert dans ces grottes appartenait à une époque où, selon les manuels scolaires, aucun être humain n'était encore censé vivre sur le continent américain. À cet instant, une simple fouille archéologique venait de se transformer en véritable séisme scientifique. Pour comprendre pourquoi cette découverte provoqua une telle onde de choc, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Pendant une grande partie du XXe siècle, une théorie dominait presque entièrement les recherches sur les premiers habitants de l'Amérique. Selon ce modèle, les premiers humains seraient arrivés depuis l'Asie en traversant une immense bande de terre aujourd'hui disparue, appelée la Béringie. Cette passerelle naturelle reliait autrefois la Sibérie à l'Alaska pendant les périodes où le niveau des océans était beaucoup plus bas. Ces premiers migrants auraient ensuite progressé vers le sud à travers un couloir libéré par la fonte des glaciers. Cette population était connue sous le nom de culture Clovis. Des pointes de projectiles très caractéristiques, découvertes au Nouveau-Mexique,
servait de principale preuve de cette théorie. Pendant des décennies, cette explication semblait presque parfaite, simple, logique, facile à enseigner. Les premiers humains arrivaient, ils colonisaient progressivement un continent presque vide. L'histoire semblait réglée, mais les grottes de Paisley racontaient une toute autre version. Les analyses génétiques extraites des coprolites révélèrent même des lignées mitochondriales apparentées à celles de nombreux peuples autochtones vivant encore aujourd'hui sur le continent américain. Autrement dit, ces individus n'étaient pas une branche isolée ayant disparu sans laisser de descendants. Ils faisaient partie de l'histoire des populations amérindiennes. Leur héritage génétique avait traversé des milliers d'années. Cette idée donnait soudain une dimension profondément humaine à la découverte. Il ne s'agissait plus seulement de dates inscrites dans un rapport scientifique. Ces hommes, ces femmes et ces enfants avaient réellement vécu dans ces abris rocheux. Ils avaient allumé des feux, préparé leur nourriture, protégé leur famille contre le froid, observé les mêmes étoiles qui brillent encore aujourd'hui, et leurs descendants existent peut-être toujours. La datation finit par confirmer un âge dépassant largement 14 000 ans. Cela représentait au minimum un millénaire d'avance sur la chronologie traditionnellement attribuée au premier groupe Clovis. Pour de nombreux chercheurs, cette différence semblait presque impossible à accepter, car si ces résultats étaient exacts, alors la culture Clovis ne pouvait plus être considérée comme la première présence humaine en Amérique. Elle devenait seulement une culture parmi d'autres, un chapitre de l'histoire, plus son commencement. Évidemment, une seule découverte ne suffisait pas à convaincre toute la communauté scientifique. Les critiques apparurent presque immédiatement. Certains affirmèrent que les échantillons avaient peut-être été contaminés, d'autres imaginèrent que les couches géologiques avaient pu être perturbées. Quelques spécialistes refusèrent simplement de croire les résultats. Pourtant, les preuves continuaient de s'accumuler, et elles ne venaient bientôt plus uniquement des grottes de Paisley. À quelques dizaines de kilomètres de là, un autre site allait apporter de nouveaux éléments tout aussi étonnants. Les chercheurs commencèrent à explorer un nouvel abri sous roche situé dans une région particulièrement isolée de l'Oregon. Là encore, le travail avançait extrêmement lentement. Chaque centimètre de terrain demandait des heures d'effort. Pendant longtemps, rien ne semblait annoncer une découverte majeure, puis les scientifiques remarquèrent une étrange couche blanche traversant les sédiments. Les géologues identifièrent rapidement son origine. Il s'agissait de cendres volcaniques provenant d'une gigantesque éruption du mont St. Helens survenue des milliers d'années auparavant. Cette couche constituait une véritable horloge naturelle. Tout ce qui se trouvait au-dessus était plus récent. Tout ce qui se trouvait en dessous était nécessairement plus ancien. Cette simple observation allait devenir essentielle pour la suite des recherches. Les fouilles mirent ensuite au jour plusieurs fragments de dents appartenant à des animaux disparus depuis très longtemps. Parmi eux figuraient des chameaux préhistoriques aujourd'hui totalement éteints. Peu de gens savent que des chameaux vivaient autrefois en Amérique du Nord bien avant leur disparition. Les chercheurs retrouvèrent également des restes de bisons géants ayant parcouru les grandes plaines durant la dernière période glaciaire. Mais la découverte la plus importante n'était pas un fossile animal. Elle tenait dans la paume d'une main, un petit outil en pierre soigneusement façonné. En l'examinant au microscope, les spécialistes remarquèrent de nombreuses traces d'usure. La lame avait servi à couper, à racler, à travailler différents matériaux pendant une très longue période. Cet objet n'avait pas été utilisé quelques jours. Il avait probablement accompagné son propriétaire durant des années. Puis, il avait été abandonné sur place, sans jamais être récupéré. Le plus étonnant restait cependant sa position. L'outil se trouvait sous les dents fossiles. Autrement dit, il semblait encore plus ancien. Les chercheurs décidèrent alors de multiplier les analyses afin d'éviter toute erreur. Les résultats allaient dépasser toutes leurs attentes. Les premières estimations indiquaient un âge pouvant dépasser 20 000 ans. Les archéologues relurent les rapports à plusieurs reprises. Ils demandèrent à d'autres laboratoires indépendants de refaire les mesures. Ils changèrent de méthode, ils répétèrent les calculs. Et pourtant, les conclusions restaient remarquablement cohérentes. L'un des responsables des fouilles avouera plus tard que le plus difficile n'avait pas été de découvrir ces chiffres, mais d'accepter leurs conséquences. Car annoncer une présence humaine aussi ancienne revenait à remettre en question des décennies de recherche, des centaines de publications scientifiques et des carrières entières bâties sur un modèle devenu presque incontestable. L'outil présentait également une autre particularité. Il ne ressemblait pas aux célèbres pointes Clovis. Sa forme appartenait à une tradition technologique complètement différente. Les spécialistes la désignent aujourd'hui sous le nom de tradition des pointes pédonculées de l'Ouest, ou Western Stemmed Tradition.
Ce détail pouvait sembler anodin. En réalité, il changeait complètement la perspective. Pendant longtemps, beaucoup de chercheurs avaient en supposé que toutes les premières cultures d'Amérique dérivaient directement de la culture Clovis. Mais comment une tradition pourrait-elle descendre d'une autre si elle lui est clairement antérieure ? Cette simple question suffisait à fragiliser toute une théorie. Peu à peu, un nouveau scénario commença à émerger. Peut-être que plusieurs groupes humains avaient atteint le continent à différentes périodes. Peut-être que plusieurs traditions culturelles avaient en coexisté. Peut-être même que plusieurs itinéraires avaient été empruntés. L'histoire devenait soudain beaucoup plus complexe qu'une simple migration unique. Mais l'Oregon n'était pas le seul endroit où des indices remettaient en cause le modèle traditionnel. À l'autre extrémité du pays, en Pennsylvanie, un autre site faisait parler de lui depuis plusieurs décennies. À première vue, il ressemblait lui aussi à un simple abri sous roche. Rien d'impressionnant, rien qui attire immédiatement l'attention. Pourtant, cet endroit allait devenir l'un des sites archéologiques les plus controversés de toute l'Amérique du Nord. L'histoire commença presque par hasard. Un habitant de la région remarqua plusieurs objets inhabituels après qu'un terrier eût été creusé dans la pente par un animal sauvage. Au départ, personne n'imaginait que cette découverte puisse avoir une importance particulière. Des années plus tard, une équipe entreprit enfin des fouilles systématiques. Les archéologues descendirent progressivement à travers les différentes couches de sédiments. Plus ils creusaient, plus les vestiges semblaient anciens. Des outils en pierre apparaissaient régulièrement, puis des foyers, puis des restes d'occupation humaine. Lorsque les premières datations furent réalisées, elles indiquèrent des âges compris entre 16 000 et 19 000 ans. Une nouvelle fois, ces résultats précédaient largement la chronologie de la culture Clovis. Lorsque ces conclusions furent publiées, la réaction fut immédiate. Une partie du monde scientifique accueillit ces travaux avec enthousiasme. Une autre les rejeta presque instantanément. Les critiques affirmaient aimer que les échantillons avaient pu être contaminés par du carbone plus ancien. D'autres soutenaient que les couches avaient été mélangées au fil du temps. Quelques chercheurs choisirent simplement d'ignorer complètement ces résultats. Dans la recherche scientifique, le silence peut parfois être plus sévère qu'une critique ouverte. Au fil des années, cette résistance devint si fréquente qu'elle reçut même un surnom officieux. Certains parlaient du syndrome de la primauté Clovis. Cette expression désignait la difficulté qu'avaient certains spécialistes à abandonner un modèle enseigné pendant des générations. Pourtant, les découvertes continuaient de s'accumuler. Chaque nouveau site semblait ajouter une pièce supplémentaire au puzzle. Aucun ne suffisait à lui seul à résoudre définitivement la question. Mais ensemble, ils dessinaient une image de plus en plus difficile à ignorer. Puis survint une découverte encore plus spectaculaire. Cette fois, elle ne concernait ni des outils, ni des ossements. Elle concernait directement les pas laissés par des êtres humains. Au cœur d'une immense étendue de sable blanc située dans l'actuel Nouveau-Mexique, les chercheurs commencèrent à remarquer d'étranges empreintes conservées dans d'anciens sédiments. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Le désert produit constamment des formes étranges sous l'effet du vent. Mais en observant ces marques de plus près, les scientifiques comprirent qu'elles étaient tout sauf naturelles. C'étaient des empreintes de pieds humains, et elles étaient incroyablement bien conservées. On distinguait les orteils, la voûte plantaire, le talon. Certaines appartenaient à de jeunes enfants, d'autres à des adolescents, d'autres encore à des adultes. En suivant ces traces, les chercheurs eurent l'impression de remonter directement dans le temps. Contrairement à un outil ou à un fossile, une empreinte raconte un instant précis. Quelqu'un est passé exactement ici, à ce moment-là, dans cette direction. Certaines pistes révélaient une marche tranquille, d'autres semblaient indiquer une course rapide. Les scientifiques commencèrent même à reconstituer certaines scènes, des adultes marchant avec des enfants, des allers-retours, des déplacements répétés au bord d'un ancien lac aujourd'hui totalement disparu. La Terre avait figé ces instants pendant des dizaines de milliers d'années. Les premières analyses provoquèrent immédiatement un immense débat. Les plantes fossiles retrouvées dans les mêmes couches furent datées. Les résultats indiquaient un âge compris entre 20 et 1 000 et 23 000 ans. Comme souvent dans ce type de découverte, les objections ne tardèrent pas. Certains chercheurs estimèrent donc que les végétaux avaient peut-être absorbé du carbone beaucoup plus ancien provenant des eaux souterraines. Les scientifiques décidèrent alors de reprendre entièrement le travail. Ils utilisèrent cette fois d'autres matériaux, du pollen fossile, puis d'autres restes organiques. Chaque nouvelle méthode donnait pratiquement les mêmes résultats. 3 approches différentes, 3 séries d'analyses indépendantes, une même période. Cette cohérence renforçait considérablement la crédibilité des datations. Mais ce n'était pas tout. Autour des empreintes humaines apparaissaient également celles d'animaux gigantesques aujourd'hui disparus. Des mammouths, d'immenses paresseux terrestres, d'autres grands mammifères de l'époque glaciaire.
Leurs traces croisaient parfois celles des humains, comme si ces espèces avaient censé partager exactement le même paysage, le même jour, le même sol humide, avant que les sédiments ne recouvrent définitivement cette scène extraordinaire. Les chercheurs avaient littéralement sous les yeux une photographie figée de la vie quotidienne il y a plus de 20 000 ans. Pendant que les discussions autour de ces empreintes continuaient, une autre découverte venait encore compliquer le tableau. Cette fois, tout commença sur un chantier routier en Californie. Les ouvriers utilisaient de lourdes machines lorsqu'ils heurtèrent plusieurs osses profondément enfouis. Les travaux furent immédiatement interrompus. Des spécialistes arrivèrent rapidement sur place. Ils identifièrent les restes d'un mastodonte, un proche parent des éléphants modernes. Mais ce n'était pas la présence de l'animal qui attira l'attention. C'était l'état de ses os. Plusieurs présentaient des fractures en spirale très particulières. Ce type de cassure apparaît généralement lorsqu'un os frais est brisé volontairement avec une forte puissance. Des blocs rocheux retrouvés à proximité semblaient également avoir servi de marteau et d'enclume. Si cette interprétation était correcte, cela signifiait que des êtres humains auraient manipulé ces os à une époque incroyablement ancienne. Les premières datations avancèrent un âge dépassant largement 130 000 ans. Cette estimation provoqua immédiatement une controverse mondiale. Une partie de la communauté scientifique considéra ces conclusions comme extrêmement spéculatives. D'autres estimèrent qu'elle méritait d'être étudiée sérieusement. Quelle que soit l'interprétation finale, cette découverte montrait une chose essentielle. À mesure que les fouilles se multipliaient, l'histoire du peuplement de l'Amérique devenait de moins en moins simple. Les chercheurs commencèrent alors à se poser une autre question fondamentale. Si des humains étaient effectivement arrivés bien plus tôt que prévu, par où étaient-ils passés? Pendant très longtemps, la réponse semblait évidente. Ils avaient traversé la Béringie, puis ils étaient descendus vers le sud. Mais les nouvelles découvertes obligeaient désormais les scientifiques à envisager plusieurs scénarios. Certaines équipes commencèrent à étudier avec beaucoup plus d'attention les anciennes côtes du Pacifique. Durant les périodes glaciaires, le niveau des mers était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. D'immenses portions de littoral aujourd'hui submergées étaient alors accessibles. Des groupes humains auraient pu progresser lentement le long des côtes, exploitant les ressources marines et avançant génération après génération. Une telle migration n'aurait laissé que très peu de traces visibles aujourd'hui, car une grande partie de ces anciens campements repose désormais sous plusieurs dizaines de mètres d'eau. Cette hypothèse expliquait pourquoi les preuves archéologiques restent si rares. Elle ouvrait également une perspective fascinante. Les plus anciens sites du continent pourraient encore être cachés, mais au fond de l'océan. Cette possibilité change complètement notre manière d'imaginer les premières migrations humaines. Pendant des décennies, les cartes publiées dans les livres présentaient une seule flèche traversant la Béringie avant de descendre vers le sud. Une route unique, une arrivée unique, une seule population fondatrice. Aujourd'hui, ce schéma paraît peut-être beaucoup trop simple. Les données archéologiques, les analyses génétiques et les nouvelles techniques de datation suggèrent progressivement un scénario bien plus nuancé. Il est possible que plusieurs groupes aient quitté l'Asie à différentes époques. Certains auraient emprunté les terres émergées, d'autres auraient longé les côtes, d'autres encore ont suivi des itinéraires que nous n'avons toujours pas découverts. Chaque nouvelle découverte semble repousser un peu plus les limites de notre ignorance. Et c'est précisément ce qui rend cette enquête si fascinante. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la science ne consiste pas à accumuler des certitudes. Elle consiste surtout à accepter que certaines certitudes puissent disparaître. Pendant très longtemps, la théorie Clovis semblait pratiquement inébranlable. Elle apparaissait dans les universités, dans les musées, dans les documentaires. Elle servait de référence à presque tous les chercheurs travaillant sur le peuplement des Amériques. Pourtant, aucune théorie scientifique n'est éternelle. Chaque modèle n'est valable que jusqu'à l'apparition de meilleures preuves, et ces preuves semblent aujourd'hui se multiplier. L'un des aspects les plus étonnants de cette histoire c'est que presque aucune de ces découvertes n'a commencé de manière spectaculaire. Il n'y avait pas de cité perdue, pas de pyramides gigantesques, pas de trésors cachés. Les plus grandes remises en question sont venues d'objets que beaucoup auraient ignorés. Une couche de cendres volcaniques, quelques fragments de dents, un petit outil usé, des empreintes dans la boue, des restes organiques parfaitement conservés. Pris séparément, chacun de ces éléments paraît presque insignifiant. Réunis, ils racontent une histoire totalement différente. Les chercheurs ont alors commencé à comparer tous ces sites entre eux. Les grottes de Paisley, le refuge de Rimrock Draw, le site de Meadowcroft, les empreintes de White Sands. Chaque endroit possède sa propre chronologie.
ses propres méthodes de datation, ses propres types de vestiges. Et pourtant, un point commun revient constamment. Tous semblent indiquer une présence humaine plus ancienne que celle admise pendant la majeure partie du siècle dernier. Bien sûr, toutes les questions ne sont pas encore résolues. L'archéologie est une discipline où chaque réponse fait naître de nouvelles interrogations. À quelle date exacte les premiers groupes humains sont-ils arrivés? Combien de migrations différentes ont réellement eu lieu? Ces populations étaient-elles en contact les unes avec les autres? Ont-elles disparu ou se sont-elles mélangées? Aucune de ces questions ne possède encore de réponse définitive. Mais une chose paraît de plus en plus difficile à contester. L'histoire des premiers habitants de l'Amérique est infiniment plus complexe que ce que l'on croyait autrefois. Les progrès technologiques jouent également un rôle essentiel dans cette révolution. Il y a seulement quelques décennies, certaines analyses étaient tout simplement impossibles. Aujourd'hui, l'ADN ancien permet parfois d'identifier des liens familiaux vieux de plusieurs milliers d'années. Les scanners tridimensionnels révèlent des détails invisibles à l'œil nu. Les microscopes détectent des traces d'usure sur des outils minuscules. Les laboratoires peuvent dater des quantités de matière incroyablement faibles avec une précision autrefois inimaginable. Chaque amélioration technologique ouvre une nouvelle fenêtre sur le passé. Et chaque fenêtre apporte parfois des surprises. Les archéologues eux-mêmes reconnaissent souvent que les découvertes les plus importantes surviennent lorsqu'ils cherchent en autre chose. Une simple fouille destinée à compléter une carte géologique, un chantier de construction, une grotte déjà connue depuis des décennies, un ancien lac asséché, autant d'endroits où personne ne s'attendait réellement à bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. C'est peut-être là la plus grande leçon de toute cette affaire. Nos connaissances ne sont jamais figées. Même les théories les plus solides peuvent évoluer. Non parce qu'elles étaient absurdes, mais parce que de nouvelles preuves apparaissent. Et c'est précisément ainsi que fonctionne la science. Contrairement aux idées reçues, les chercheurs ne cherchent pas à défendre une théorie à tout prix. Ils cherchent à comprendre la réalité, même lorsque celle-ci contredit leurs attentes. Bien sûr, les changements prennent parfois du temps. Les anciennes idées ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il faut répéter les analyses, comparer les résultats, laisser d'autres équipes vérifier les données, organiser de nouveaux chantiers de fouilles, tester d'autres méthodes. C'est un processus long, parfois frustrant, mais c'est aussi ce qui garantit la solidité des conclusions. Aujourd'hui encore, de nombreux chercheurs poursuivent leurs travaux dans les régions les plus reculées de l'Oregon. Chaque nouvelle saison de fouilles apporte son lot d'espoir. Sous quelques centimètres de terre peut encore se cacher un indice décisif, une pointe de projectile, un foyer oublié, une empreinte supplémentaire, ou peut-être un objet que personne n'imagine encore. Les scientifiques savent désormais qu'il suffit parfois d'un seul artefact pour remettre en question plusieurs décennies de certitude. Et l'Oregon n'est probablement pas le seul endroit à conserver de tels secrets. Des milliers de sites archéologiques restent encore inexplorés à travers l'Amérique du Nord. Certains sont enfouis sous des forêts, d'autres sous des déserts, d'autres encore sous les eaux des océans, là où se trouvaient autrefois d'anciennes côtes, aujourd'hui englouties. Il est même possible que les découvertes les plus importantes n'aient pas encore été faites. Peut-être qu'en ce moment même, sous une simple couche de sédiments, repose une preuve capable de repousser encore davantage la chronologie des premiers habitants du continent. C'est précisément ce qui rend cette aventure scientifique si captivante. Chaque génération de chercheurs hérite des connaissances de la précédente, mais elle hérite aussi de ces questions sans réponse. Et parfois, il suffit d'avoir le courage de creuser quelques centimètres plus profondément que les autres pour transformer notre compréhension de toute une civilisation. Les grottes discrètes de l'Oregon nous rappellent finalement une vérité essentielle. L'histoire n'est jamais complètement écrite. Elle évolue à chaque découverte, à chaque nouvelle analyse, à chaque fouille, à chaque fragment retrouvé. Ce qui semblait impossible hier devient parfois l'évidence de demain. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un affirmer que l'on connaît parfaitement les origines des premiers habitants de l'Amérique, souvenez-vous de ces modestes abris rocheux perdus dans le désert de l'Oregon. Souvenez-vous qu'un simple échantillon envoyé dans un laboratoire a suffi à déclencher un débat international. Souvenez-vous qu'un petit outil oublié sous une couche de cendres volcanique a obligé des chercheurs du monde entier à revoir leurs certitudes. Et surtout, souvenez-vous que les plus grandes découvertes de l'humanité commencent rarement par quelque chose de spectaculaire. Elles commencent souvent par une simple question, une observation inhabituelle, ou un scientifique suffisamment curieux pour regarder là où personne n'avait encore pris le temps de regarder. Peut-être que les réponses aux plus grands mystères de notre passé ne sont pas perdues. Peut-être attendent-elles simplement que quelqu'un décide de creuser un peu plus profondément. Et si cette histoire nous enseigne une chose, c'est que notre passé est probablement bien plus ancien, bien plus riche et bien plus extraordinaire que nous ne l'avions jamais imaginé.